I'm so scared. I feel like I'm going crazy. It's alright. It's gonna be alright. En 1988 sort Witchboard, premier film de la boîte de production Paragon Arts, tout premier long métrage du réalisateur et scénariste Kevin Tunney, première apparition de l'actrice Toni Keaton. Witchboard semble être le bébé de plusieurs parents à la fois. Mais avant sa sortie officielle, le film s'appelle encore Ouija. Alors que Paragon commence déjà à communiquer dessus, la production du film va se faire stopper très vite par les détenteurs des droits de la marque de la planche qui refusent d'être associés à un film d'horreur. Il est difficile de savoir à quel point la production du film avait commencé avant que le film ne change de nom. Il était courant dans les années 80 de faire la promotion d'un film avant même son tournage. Communiquer sur un film pas encore tourné permet de trouver quelques investisseurs, en leur laissant le champ libre sur les exigences qu'ils peuvent avoir en contrepartie d'un chèque. Il est possible que pour un premier film, Paragon Arts ait cherché à vendre leur script le plus facilement et le plus rapidement en le titrant Ouija. Kevin Tunney regrettera amèrement le changement de titre, et considère Witchboard comme un titre trop officiel, moins cool, un second choix, une roue de secours. Witchboard, donc, raconte l'histoire de Linda, une jeune femme qui, pendant une soirée entre amis, va jouer avec une planche Ouija. Elle entre en communication avec l'esprit d'un jeune enfant, David, qui sera vite provoqué par le petit ami de Linda. Alors que Linda joue de plus en plus régulièrement avec la planche, David commence à s'en prendre à son entourage, puis à elle, jusqu'à la posséder totalement. Un jeu de société sinistre, un enfant fantomatique, des meurtres sanglants, une femme poussée au bord de la folie, le tout mis en image par l'homme qui fera ensuite le débordant de gore et de fun Night of the Demon. On pourrait s'attendre à un déluge d'effets et d'épouvante, mais pas du tout. Le film ressemble souvent plus à un mélodrame qu'à un véritable film d'horreur. L'histoire prend le temps de développer un triangle amoureux, intéressant, entre Linda, son petit ami Jim, le provocateur de démons, et Brandon, l'ex-compagnon de Linda. Et les relations amoureuses ne sont pas forcément celles que l'on croit non plus. Brandon, compréhensif, doux et attentionné, est à l'écoute de Linda. Il est celui qui la rassure. Au détour d'un dialogue entre Linda et son ex sur l'incompréhension du comportement de son petit ami, Brandon dit à Linda que Jim n'a jamais réussi à verser une larme pour personne, même ceux qui sont morts et proches de lui. Ce qui semble être un détail intime que Brandon connaît, mais pas Linda. Les deux hommes seront d'ailleurs obligés de collaborer ensemble pour lutter contre la possession de la jeune femme, et ils vont se révéler beaucoup plus intimes qu'ils ne les laissaient croire. Une scène en particulier du film est vraiment révélatrice et exploite totalement ce triangle amoureux. Alors que les deux hommes partagent une chambre d'hôtel pour traquer les origines de l'esprit, Brandon avoue qu'il sait que Jim ne lui a pas volé intentionnellement Linda. Mais Jim, jaloux et refusant d'entendre ce que l'ex-petit ami de sa copine lui dit, accuse Brandon d'être toujours amoureux d'elle. Brandon reste étrangement silencieux. Il ne nie pas, il n'acquiesce pas, juste un silence. Jim, quant à lui, a montré qu'il mettait une distance émotionnelle avec Linda, exprimant plus de joie à la perspective d'être potentiellement le père de l'enfant que Linda porte, que d'être en couple avec elle. Cette scène dans la chambre d'hôtel le montre confessant à Brandon qu'il n'est pas réellement amoureux de Linda et qu'il n'est pas sûr d'avoir la capacité d'aimer qui que ce soit. Le but textuel de cet échange est clairement de montrer la connexion entre ces deux hommes, de lever tout doute sur sa capacité à aimer, car il est en fait capable du genre d'amour nécessaire à une profonde amitié. Une lecture beaucoup plus facile de cette révélation est que Brandon n'est pas jaloux que Jim soit avec Linda, mais plutôt que Jim ne soit pas avec lui. Ce qui confirme cette lecture est la scène de la mort de Brandon, où l'esprit maléfique le tue avec une hache. Jim fait alors ce qu'on nous a dit impensable. Il pleure. C'est un niveau d'émotion sans précédent de la part de Jim, et il n'est jamais reproduit. Même pas lors de la confrontation finale, où Linda est entièrement possédée, et Jim pense qu'il devra peut-être la tuer. Pour moi, cela fait que le mariage épilogue éventuel de Linda et Jim sonne un peu creux, comme un prix de consolation, car ce n'était pas leur relation qui a grandi et prospéré pour Jim tout le long du film. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si le sous-texte homosexuel de Witchboard est intentionnel ou non. Mais ici, la tension romantique est au premier plan. Au final, l'intention n'a pas vraiment d'importance. Parce que pour moi, et pour de nombreux autres spectateurs, j'imagine, cette alchimie entre Brandon et Jim saute aux yeux. Au milieu de tout ça, une médium, au doux nom de Zarabeth, viendra prêter main forte au trio. Principalement en lâchant des blagues qui tournent sur le psychisme avec un sens du timing terrible. Personnage queer totalement assumé, elle ne sera qu'une preuve de plus que Witchboard nous cache beaucoup plus que ce qu'il veut nous montrer. Il est amusant de voir que le look de Zarabeth répond plutôt bien à l'époque du film. La coupe de cheveux en crête, tout comme les vêtements mi-punk, mi-rock, sont totalement le cliché du médium que l'on voyait au cinéma à l'époque.
en marge. Pour le côté surnaturel, Witchboard n'aura pas grand chose à offrir. Il ressemble finalement à tous les autres films de fantômes et d'esprits qui sortent à la même époque. Mais Witchboard, à la différence des autres, se prend très au sérieux, beaucoup trop. Kevin Tenney met surtout sur l'ambiance et la tension, en délivrant quelques scènes cauchemardesques, tout en mesure mais sans jamais effrayer. Le final, la confrontation entre Jim et Linda, qu'on pourrait juger ridicule et extravagante, dénote quelque peu avec le calme et le sérieux dont le film faisait preuve jusqu'à présent. Finalement, Witchboard sortira dans un circuit restreint, c'est-à-dire un cercle limité de cinéma, réputé pour être fréquenté principalement par des amateurs de genre. Il réussira plutôt bien son pari, et arrivera même à être diffusé dans des cinémas plus généraux, rentabilisant facilement son budget. Paragon Arts connaîtra un vrai succès quelques années plus tard, avec Night of the Demon, toujours réalisé par Tenney. Beaucoup plus fun, beaucoup plus gore et beaucoup plus explosif, le film deviendra rapidement culte, laissant Witchboard dans son ombre. Mais le troisième film de la boîte, Night Angel, connaîtra de lourds problèmes, et Paragon Arts fera faillite juste avant la sortie de ce dernier, avortant la sortie d'un second opus Witchboard qui entrait alors en développement. On a finalement très peu d'infos sur la suite de Witchboard initialement prévue avant la sortie de Night Angel. Si on sait que le scénario de Kevin Tenney, qui date de sa période étudiante, n'a jamais été totalement adapté dans le premier film, on ignore le scénario de Witchboard à ce moment-là. Mais Paragon va renaître de ses cendres sous le nom de Blue Rider et arrivera au bout de la production de Witchboard, modifié légèrement pour rentrer dans un budget minuscule. Paige vient d'emménager dans un luxueux appartement. Elle découvre sur place une planche Ouija et rentre en contact avec Suzanne, une artiste décédée dans ce même appartement. Mais personne ne semble se rappeler de la mort de cette femme. Paige va mener l'enquête. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce second film. On pourrait parler de l'évolution de Paige, qui devient une femme forte et active, sans chagrin d'amour, sans homme qui doit lui dicter la démarche à suivre pour survivre. Contrairement à Linda, qui subit la possession et attend patiemment que les deux hommes qu'elle aime et qui s'aiment viennent la délivrer du mal, Paige n'aura que la planche maléfique pour trouver des réponses à ses questions. Contrairement au premier opus, aucune intrigue amoureuse ne pointe le bout de son nez dans Witchboard 2. Paige fera face à l'esprit de Suzanne, seule. Kevin Tenney, encore derrière la caméra pour ce nouveau chapitre, se brouillera avec la production à propos de la nudité de l'actrice Amy Dolenz. Si son contrat lui permettait de tourner seins nus, Tenney refuse d'utiliser cet argument en faveur du film. Il soutiendra l'actrice jusqu'au bout dans son désir de jouer sans enlever son t-shirt. Difficile alors de savoir à quel point Tenney restera dans les parages pour le montage du film et sa post-production. L'ambiance tendue entre les producteurs et lui signeront son départ de la saga à ce moment-là. La sortie du film sera un échec. Witchboard 2 ne franchira pas les limites du circuit restreint. La saga sera laissée de côté 3 ans pour surfer sur le succès des suites de Night of the Demon, qui, elles, cartonnent. I can't believe I'm doing this. Susan? Are you still here? Il faudra donc attendre 1995 pour retrouver Witchboard, mais sans Kevin Tenney. Cette fois, dans ce troisième chapitre, c'est un homme qui va être possédé par un démon, Brian. Après une soirée à jouer avec la fameuse planche, son âme va se retrouver coincée dans les miroirs et l'esprit va pouvoir prendre possession de son corps. Tout ce que ce dernier cherchera à faire alors, c'est enfanter la petite amie de Brian pour donner naissance à l'Antéchrist. Le troisième film marque un virage important pour la saga. Fini l'ambiance pesante des intrigues, plus ou moins réussies entre les personnages et leur évolution. Ici, les effets sont plus nombreux. Le film lorgne vers le body gore, rappelant le travail de Brian Yuzna sur Douce Nuits, Sanglante Nuit, sorti 5 ans auparavant. Le parallèle avec Douce Nuits, Sanglante Nuit est loin d'être anodin. Les films sortent sur le même marché, les VHS, et tous misent sur leur petit côté film sanglant, sans budget, mais avec une liberté presque totale, et un titre que les spectateurs connaissent. On peut douter de l'origine du script. A-t-il vraiment été pensé comme une suite de la saga? Il était plutôt simple d'accoler un titre connu, issu d'une saga à bonne réputation, sur des petits films un peu moins bons pour mieux les vendre. Le film Zombie de Romero, par exemple, va connaître une nouvelle branche de sa saga, avec Zombie 2 de Fulci, puis le 3. Parfois dans une pure démarche commerciale, parfois ajouté au dernier moment sur le tournage, on colle un titre qui fait écho chez les spectateurs. Douce Nuits Sanglante Nuit 4 aura donc 3 sapins de Noël, en fond, et une guirlande, pour coller à l'ambiance festive des précédents. Witchboard 3, lui, va ajouter 2 scènes avec la planche, avant de s'en débarrasser totalement. Le film n'aura pas plus de succès que le 2. Et enterrera définitivement la saga. Il ne reste aujourd'hui pas grand chose de la saga Witchboard. Les 3 films ont été créés sur une corde raide,
avec un budget de plus en plus petit et de moins en moins de talent. Mais chaque opus contient son lot de bizarreries qui compenseront largement un manque de peur. Si les 2 premiers films restent encore dans toutes les listes de films qui parlent des planches Ouija et sont des alternatives sérieuses aux films de fantômes, beaucoup plus fun de la même époque, le 3e arrivera à divertir, avec son dernier tiers déjanté. Si les intrigues des films de la saga ressemblent de loin à Poltergeist, il est amusant de voir que les suites de ce dernier subiront le même sort que les suites de Witchboard. Oubliés par le grand public, les fans de genre n'y trouveront pas non plus leur compte, et de grandes éditions Blu-ray sur le territoire européen se faisant attendre, les films se dénichent comme à l'époque de la VHS, sous le manteau. Toni Kitten, Linda du premier film, restera dans les mémoires grâce à son apparition dans le clip du groupe What Trash. Amy Dolenz, Paige, dans Witchboard 2, fera le tour des soap-opéras de l'époque, et marquera de son visage la télévision américaine, même si elle reste beaucoup plus discrète aujourd'hui. La saga Witchboard ressemble à beaucoup d'autres films qui lui sont supérieurs, mais mérite tout de même qu'on s'en souvienne. Kevin Tenney, lui, est toujours là, à défendre chacun de ses films comme un passionné. Il écume les conventions, souvent accompagné des vedettes de Night of the Demon, et a toujours fait un travail plus ou moins bon, mais bourré d'idées. Lui aussi, dans l'ombre de plus fort que lui, il sort encore quelques films qui passent malheureusement inaperçus. En tout cas, voilà, c'était ma première vidéo. Alors là, je vais parler vraiment avec le cœur, j'ai rien du tout préparé pour ce côté-là. En fait, ça fait très longtemps que je regarde énormément de films de genre et que j'adore ça. Ça fait depuis que je suis vraiment enfant et j'avais envie de partager ça avec vous. Je savais pas du tout comment. Donc je sais pas, je pense que j'ai l'air très stressé, je pense que je bafouille un peu, je vais voir ce que ça va donner. Et j'espère en tout cas vous avoir donné envie de voir la série Witchboard, c'est tout ce que je souhaite, ça me tient vraiment à cœur. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de plus de vidéos comme ça. Voilà, je vais me risquer à finir avec cette vidéo avec bisous.